Eh bien, salut tout le monde. Le générique aurait dû se remettre en boucle, mais c'est pas grave. On va commencer dès à présent donc ce nouveau live qui aujourd'hui va être consacré principalement à Love and Rockets. C'est pour le coup, il me semblait important et même nécessaire d'avoir un invité qui savait de quoi il parlait, puisqu'en l'occurrence, c'est la voix française que l'on a choisie pour vous traduire l'entièreté de la série Love and Rockets. Écoutez, vous allez voir d'un claquement de doigts, plutôt d'un clic, il va apparaître à mes côtés, c'est Philippe Tougoul. Hop, Salut Mickaël, salut les on gens. s'est déjà dit bonjour, mais disons-nous bonjour en live. Bonjour. Donc Philippe, écoute, je te propose pardon, de débuter directement en te posant quelques petites questions, peut-être même en te laissant te présenter toi-même. Comment Et ça? qui Je suis un jeune homme es-tu? de banlieue parisienne en prime jeunesse qui a longtemps été libraire de comics et qui suis maintenant traducteur. Beaucoup de BD, mais pas que. Ouais, ouais, libraire, d'une librairie auquel j'ai eu l'occasion d'être client à quelques reprises, n'étant même pas sur Paris, mais en province, je faisais un saut dès que je montais à la capitale, pour reprendre cette expression, et lieu, entre guillemets, qui s'appelle Arkham Comics, qui a quand même, je dirais, tenu quand même un bon paquet d'années, une quinzaine presque, non, c'est ça? 17 ans même. 17 17 ans, ans. mais ça fait bien presque 15 ans que c'est fini, donc c'est de l'histoire ancienne maintenant. On est dans l'archéologie, là. Exactement. Et comme tout bon archéologue, en tout cas, tiens, on va remettre un peu mieux la caméra. Tout comme archéologue, en tout cas, ça t'a permis en tout cas, de dévorer plein de lectures et surtout derrière de pouvoir avoir l'expérience et les connaissances pour passer sur une autre étape qui est celle de la traduction. T'as commencé quand là, Mais en à fait, traduire, avant hormis de, dans ta tête et en tant que lecteur, évidemment? avant d'arrêter la boutique, tu me demandes quand j'ai commencé à traduire? Avant Ouais. d'arrêter la boutique, déjà, j'en faisais un peu, ce que me permettaient les horaires de commerçant qui sont quand même assez durs, hein. Mais donc j'ai commencé comme ça. En fait, pendant longtemps, quand tu es libraire, tu rencontres plein de gens et notamment des éditeurs. Donc je me suis fait un carnet d'adresses comme ça, entre guillemets, et après, ça a été plus facile de trouver, du boulot. Ça s'est fait petit à petit, un pote ou 2 et puis d'autres gens et cetera et cetera. Outre, comme je le disais, ton appétence à lire des comics, hein, est-ce que tu as suivi un cursus en particulier, ce genre de Ben, choses? très étonnamment, j'ai fait des études qui sont en rapport avec mon métier, alors que franchement, c'était pas gagné. J'ai une maîtrise de stylistique comparée, Ok, français-anglais. J'ai travaillé sur Catcher in the Rye de Salinger ouais. il y a bien, bien L'attrape-cœur? longtemps. Mais, ouais, ouais. Enfin, j'ai traduit sur 2 traductions du bouquin et c'était assez marrant à faire et tout. J'ai travaillé sur 2 traductions du bouquin et donc ouais, j'ai fait des études là-dessus, mais c'est moi, en fait, quand j'ai commencé à travailler dans une autre librairie avant de créer la mienne, la nôtre, heu, je c'était pendant les études et j'ai tout de suite arrêté, quand j'ai eu une place à plein temps, quoi, j'ai arrêté. Et le premier bouquin, pour le coup, sur lequel ton nom est apparu, c'est lequel? Un Grendel, je crois. Grendel? Ouais, qui est reparu il y a 2 ans, chez Urban. Donc j'ai pu retravailler, ça c'était marrant, retravailler, ma première traduction, qui était une histoire courte assez glauque écrite par Diana Schutz et dessinée par Tim Sale. Super épisode. Et c'était marrant de retomber, enfin de devoir retravailler sur le même truc pour un autre éditeur. Du coup, j'ai pu voir, le chemin que j'avais fait. En fait, j'étais déjà génial il y a 20 ans, j'ai à peine changé des trucs. Non, c'est Et pas pour vrai. le et comment je dirais, la ressortie d'ailleurs de Grendel, qui a eu lieu, il y a 2 ans, comme tu dis, c'était rebasé sur toi ou enfin, c'est toi Ouais, qui ouais, avais été c'est ça que je dis. J'étais avec un autre traducteur, Laurent Couésy, un grand monsieur de la trad. Et comme chez Urban, ils ont fait des gros bouquins où ils reprenaient tout dans l'ordre, des énormes pavés, un peu comme ce qu'on fait avec le Hand Rockets d'ailleurs. ouais. Pour que les bouquins paraissent assez vite, ils les ont donnés à 2 traducteurs. Et moi, j'ai récupéré cet épisode que j'avais fait il y a une quinzaine d'années. Donc, Hop, déjà, je salue un petit peu tout le monde qui nous rejoint là déjà dans le chat. Tiens,
Ils se saluent chacun ça. On voit pas leur tête aux autres gens. Non, mais non, mais non. Ils doivent déjà subir les deux nôtres. Autant pas leur imposer celle des autres participants. Donc ouais, en tout cas, ouais, ce parcours, pour le coup, t'a permis de monter progressivement et d'élargir, on va dire, les différents styles et types de titres sur lesquels tu as travaillé. Il y en a certains qui t'ont marqué plus que d'autres? Love and Rockets, ouais. Non, hormis Love and Rockets. Oui, bah, déjà, l'autre grosse série que je fais au long cours, c'est Judge Dredd chez Delirium. Ouais. Et je suis assez content de faire deux de mes 3 séries préférées de l'histoire du monde de la bande dessinée. Je m'estime extrêmement heureux. Bon, quand on aime Judge Dredd, il y a un côté frustrant, c'est qu'on voudrait avoir 4 albums par an, là. C'est toi qui traduis pas assez vite ou Moi, c'est Laurent qui avec prend le temps de plaisir, dire on en fait 4 par an. Non, je trouve qu'on est déjà pas mal à faire tout dans l'ordre, un peu, ben, pareil ouais. que pour Love and Rockets, les premiers, et puis une sélection assez pertinente de trucs récents. Et tu Après, parlais, oui, évidemment, on aimerait bien en faire plus, mais il le faut que ça marché trouve sa du place. comics étant ce qu'il est. Ouais, il faut que ça trouve sa place. Et c'est vrai qu'on on a beau être sur une BD qui est franchement géniale, on est sur un marché très compliqué et on peut pas se permettre non plus de sortir tout simplement trop d'albums au risque que ça périclite et que derrière on puisse pas enchaîner en trouvant le bon équilibre financier et publier derrière la suite d'une série en tout cas, on partage le même goût pour un titre de qualité et une série au long cours, au très long cours, puisqu'elle est toujours en cours de publication par ailleurs en Grande-Bretagne. Tu parlais de tes 2 titres préférés. C'est quoi le troisième du coup? Je dis pas, j'attends qu'un éditeur me le propose. Ah bah, peut-être que. On verra, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça se fasse un jour. Ah, bon, Je donne toi, des indices, et si les lecteurs il a un petit casque chelou. trouvent, c'est une BD qui paraît qui paraît encore vaguement. L'auteur, c'est un des derniers grands géants de la BD et il n'est pas décédé. Et il n'est pas décédé. Est-ce que c'est un auteur qui ne laisse personne Enfin, on va dire qu'il vrille un peu ces derniers temps. Pas du tout. Ah, donc ce n'est pas ce titre-là. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à chercher dans le chat. Ça peut être Pour notre les petit jeu. historiens de la BD, il est connu en France et en Belgique. Mais il exerce principalement en Amérique. Bon, en tout cas, Voilà, ça fait une petite question, on verra. Si à la fin, je donnerai peut-être la réponse à la fin du chat. ouais. Restez connectés pour évidemment avoir la révélation de ce terrible suspense, évidemment. Non, en tout cas, ça fait. En tout cas, moi, je sais que voilà, on s'était croisés déjà plusieurs fois, on va dire dans le passé, mais c'est vrai que on va dire notre première collaboration s'est faite avec une série donc qui s'appelle Love and Rockets, où je crois que j'avais à peine annoncé que on allait sortir Love and Rockets, que j'ai reçu ce que j'appelle une sorte de gros pavé en message privé d'un certain Philippe Touboul, donc, que vous voyez à droite sur l'écran, qui, je crois, m'a fait une superbe déclaration d'amour, non pas à moi, mais à l'œuvre des frères Hernandez. On ne se connaissait pas encore, donc Donc, c'est donc, venu après. donc ouais, en sachant qu'il postulait, qu'il était prêt à faire tout, même gratuitement. Voilà, donc ça, il a oublié, mais je crois pas. Non, non, tu l'as jamais dit ça, je crois. Non, non. En tout cas, je ne l'ai pas écrit. Mais et puis c'est pas le cas, hein. Il y a beaucoup de bouquins et comme j'aime bien en rigoler, vu qu'on est sur une série au long cours, c'est presque un CDI qui a été proposé au rôle de traducteur qui allait taffer donc sur la série, hein, sur Love and Rocket. Voilà, on montre le premier tome qui est là. La première intégrale, c'est pas voilà, on est sur une édition qui se base sur la Library Edition aux États-Unis, qui a permis de tout recontextualiser, notamment dans l'ordre complet. Je vais essayer de reposer en fait un petit peu les questions qui m'ont été posées, que ce soit en privé, sur le Discord, enfin en privé, par message privé, afin qu'on puisse essayer d'y répondre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me demander de parler de l'avenir de Love and Rockets. On en parlera évidemment.
toujours utile peut-être de présenter la série. Et j'ai presque envie de dire, moi je suis habitué à le faire, mais Philippe, toi, tu la présentes comment la série? Quand j'étais libraire, je disais aux gens, c'est une des meilleures BD du monde. Et ce qui est bien, c'est que quel que soit l'endroit de la série que tu prends pour débuter, pour essayer, tu te sentiras perdu. Donc, c'est pas la peine de te prendre la tête. Choisis ce qui t'attire le plus comme volume, parce que tu arriveras forcément au milieu de l'histoire, parce que la vie, c'est pas une bande dessinée, et Love and Rocket, ça raconte la vie. Donc, il n'y a jamais de fin très précise, de début très précis. Donc, tu peux prendre le tome 5. Effectivement, tu seras perdu. Les personnages se connaissent depuis longtemps. Tu vas te plonger dans le grand bain directement, mais c'est pas grave. Même si tu commençais par le tome 1, par ça, là, le premier numéro paru en 81, Le premier floppy. t'es forcément perdu. Il s'est déjà passé des trucs avant que tu découvriras ou pas, parce que c'est pas propre et carré comme un roman bien cadré. C'est un truc au fil de l'eau et c'est génial. Et Après, puis, l'autre truc important à dire, c'est que c'est deux univers très différents qui se côtoient dans le même magazine. Alors là, dans les bouquins, c'est séparé, mais Love and Rocket, c'est deux personnes, deux styles, deux deux histoires. univers. Ouais, voilà. L'univers. C'est une des particularités de la manière dont on essaie à chaque fois, enfin moi j'essaie de décrire le Van Rocket, c'est que je leur explique toujours, on est dans un univers certes qui n'est pas réellement partagé, on est vraiment sur deux fils narratifs basés sous une revue finalement qui s'appelle Love and Rockets, qui est une bannière presque Mhm. pour les frangins, qui est le porte-étendard de leur création. Des fois, on a Gilbert qui est plus productif que Raimé et vice-versa, ça arrive Ils également. dessinent plus vite, c'est clair. Donc, Mais et pour autant, comme j'aime bien dans le décrire, magazine, ils font gaffe à être à égalité au niveau nombre de pages et tout. Hein. Gilbert produisant plus vite, notamment au niveau du dessin, il a publié des tas de trucs ailleurs, comme on en a déjà commencé à traduire d'ailleurs. ouais, exactement, avec ce qu'on Mm. a nommé les spin-offs, les chroniques de Love and Rockets, où on garde à chaque fois le titre, on va dire, qui va bien derrière, que ce soit à travers Birdland, Le Jardin de la Chair ou le Maria M. Mm. D'ailleurs, donc, oui, c'est ça, hop, que je disais, je réfléchissais, mais, et puis, bientôt Chance Inel, sur lequel Il est- Voilà, voilà. il est en anglais, mais il arrive. Il arrive, Philippe bosse déjà dessus. Ouais. Alors, il a déjà, même pour dire super bien bossé, parce qu'il a déjà parfaitement terminé la 13e intégrale et la 14e. Hop, donc vous voyez, je vous ai mis le lien en cours sur Ulule. Vous pouvez aller voir la 13e et la 14e intégrale, et également réservé Chancinel. Donc, l'une des questions tiens, qui pour moi était plutôt à mettre au début, c'était pourquoi sortir Love and Rockets chez Comics, enfin pourquoi Comics Initiative lance Love and Rockets, sachant qu'il y a eu plein de versions d'avant, voilà, publiées donc entre autres au Seuil, à Delcourt. On m'a posé la question et pour faire simple, j'ai envie de dire parce que j'en avais envie et surtout parce que ça n'avait pas forcément été fait en intégralité jusqu'ici. Il y a quand même une difficulté particulière si on voulait essayer d'obtenir l'ensemble de la série, d'essayer de tout réunir. Il y a plein de segments aussi manquants sur les précédentes éditions. Et là, contrairement, pour aller un peu dans le sens qu'expliquait Philippe tout à l'heure, moi j'ai besoin de comprendre les choses et souvent de les prendre par le début, en tout cas de prendre tous les éléments pour réussir à m'immerger dans un univers. Et Love and Rockets, du temps où je faisais des critiques sur le site planetbd.com, on m'envoyait des volumes de Love and Rockets et j'avoue que je ne pigeais rien, l'appareillage éditorial étant proche du néant, on va dire. Non, il y Euh, a deux. je me retrouvais à découvrir un personnage dont j'allais découvrir le prénom finalement sur la couverture et jamais à la lecture du bouquin, de ne pas savoir réellement ce qu'on lit, réellement si c'est Love and Rockets, si par exemple un univers presque, en tout cas, guère réjouissant comme celui de Chance in Hell allait prendre une place à quel moment dans la série. Je pigeais que dalle. Pour faire simple. Et l'arrivée depuis quelque temps aux États-Unis d'une version repensée par les frères Hernandez
avec leur éditeur Fantagraphics m'a permis, moi, de m'immerger en tout cas dans la lecture et de bien mieux comprendre et encore plus apprécier finalement ce que j'avais commencé à toucher du bout du doigt, qui est l'œuvre des Frangins. Ouais, parce Euh, que je t'interromps, parce que tu dis que tu pigeais rien, mais ça t'a pas empêché de trouver ça excellent et bah, de t'accrocher, au dé- quoi. au départ, moi, le gros truc qui me taraudait, c'était quand même le côté où j'avais l'impression d'être à une fête et de connaître personne. Donc, c'est vrai que tu prends le temps d'essayer de comprendre, en fait, de tout ça. Et t'en lis un, OK, tu arrives vraiment au bout d'un segment. C'est pas les Simpsons, tu vois, on n'est pas là-dedans avec la formule hyper facile accessible. Et ça, j'ai mis un peu de temps, vraiment. J'ai peut-être mis ouais, 2-3 ans à comprendre réellement ce que voulait faire, en tout cas ce que racontait la série, et surtout essayer de démêler un petit peu ce qui se tramait, ce qui était pensé aussi par les auteurs. Et autant chez Raimé, c'est à mon sens beaucoup plus pratique, facile d'y rentrer que chez Gilbert, on a un univers qui des fois peut paraître encore plus ambitieux d'un point de vue narratif. Euh, et c'est pour ça que quand est apparu, on va dire, ce qu'on va retrouver une équivalence aux États-Unis avec les intégrales sur lesquelles on s'est Ouais. basé, J'ai le même en anglais, on s'y croirait, hein. eh ouais, regardez, tac, la maquette des coups et tout. Euh, Quand en tout cas j'ai commencé à vouloir me pencher sur Love and Rockets, c'est vrai que je me suis quand même posé plein de questions. Entre le moment où j'annonce que j'ai envie d'y aller auprès de Fantagraphics, qu'on me dit qu'il y a déjà des concurrents qui sont en cours, et le moment où j'essaie de les convaincre de mes meilleurs arguments, j'ai réussi, visiblement, puisqu'on fait la série. Euh, Qu'en tout cas, moi, je veux m'engager sur le long terme et pas sur un album. Et puis, bah, on voit si les chiffres de vente se font ou pas. Ça a fait partie, en tout cas, de la démarche initiale de se dire, si je fais la série, je sais qu'en tant que lecteur, retrouver les anciens volumes plus commercialisés, par exemple du Seuil, de Delcourt, c'est toujours un peu la galère entre l'occasion où on a un prix correct et le prix explosé parce qu'une cote due à l'indisponibilité a fait exploser le tarif, c'est quand même hyper compliqué. Donc, autant tout reprendre depuis le début, autant le reprendre de bonne manière et pour le coup, réellement s'engager. Ce que j'ai promis et ce que jusqu'ici on tient le cap, c'est-à-dire réaliser la parution des intégrales de la série. À ce jour, on a une quinzaine d'intégrales qui existent aux États-Unis, et là on propose la 13 et 14, donc on ne chôme pas, On a presque rattrapé. on, on y est presque, et au final, si je dis pas de bêtises, je crois que la première campagne qu'on a lancée, c'était quand? Attends, je vais vérifier, je me pose la question de savoir si c'est. En fait, j'ai l'impression que ça va pas assez vite pour moi, évidemment, hein. Moi, j'ai toujours, voilà, je suis un petit peu hyperactif. Mais oui, c'est ça, on avait annoncé, c'est ça, la campagne. On avait lancé la campagne début 2022, au final. Donc là, on en est à 3 ans et on a déjà potentiellement 14 volumes qui vont être réalisés, ce qui est quand même assez. Ouais, on n'a pas chômé. Non, non, bah, on n'a pas chômé. C'est pour ça qu'on parle de CDI pour Philippe, hein, et on lui vampirise son temps et on empêche peut-être les autres Non, non, les autres ça va. de bosser. Ça va? Eh bien, on va t'en rajouter. Ce n'est pas C'est fini. bien. Et donc voilà, donc pourquoi Love and Rockets? C'était l'occasion de vraiment vous reproposer tout depuis le départ au niveau de la série, d'essayer de bien le faire, c'est-à-dire que même pour les lecteurs qui pouvaient avoir des volumes avec quasiment l'intégralité du contenu, moi je voulais pas qu'on faire une promesse dans le vide, hein. C'est-à-dire que euh, par exemple, j'ai acheté les droits d'un livre qui est le Companion Book, donc un livre qu'on aurait pu facturer au lecteur en plus, qui aurait coûté, je sais pas, 30 ou 40 balles dans le commerce. J'ai acheté les droits afin que tout le contenu soit dispatché tout au long des 15 intégrales. Euh, c'est un peu con, mais je pars du principe que la série, on est là pour soigner ceux qui l'aimaient déjà avant, mais également convaincre les nouveaux lecteurs, lectrices qui vont découvrir l'univers des frères Hernandez. Donc, il y a un pari de mon côté, mais l'idée, c'était vraiment de proposer le max du max. Donc, d'avoir au départ les courriers des lecteurs avec certains grands noms
comme Alan Moore notamment, c'est quand même, je trouve, assez sympa d'avoir des avis comme ça. Et puis, des entretiens au long cours, ça, c'est un truc qui, moi, me plaît vachement, c'est d'avoir ce côté rencontre, explication. Et on a ça, en fait, avec notamment une interview au tout début des Frères Hernandez, au milieu de mémoire vers les années 90, et puis après avec Marc Sobel, qui est un des gros contributeurs en termes de documentation sur la série. Je pense qu'on n'aurait jamais pu sortir le titre à part. Par ailleurs, All Companion, ça aurait été compliqué. Là, en le lissant progressivement dans toutes les intégrales, je pense que voilà, ça fait un contenu qui peut plaire. Mon idée, c'est un peu comme les making-of dans les films. T'es pas obligé de le regarder, mais si t'aimes bien, si tu veux en savoir plus, c'est toujours intéressant. Creuser un peu, ouais. Après, pour être parfaitement transparent sur l'aura des frères Hernandez et de leur BD, Fantagraphics, leur éditeur, qui publie beaucoup de choses extraordinaires depuis très très longtemps, il publie le Comics Journal, qui est le magazine de référence des interviews. Donc, évidemment, ils ne sont pas privés pour, comme tu le dis, interviewer régulièrement des auteurs de chez eux et les faire mousser un peu. Et c'est vrai que même à l'époque, même il y a 30 ans, quand dans les interviews des frères Hernandez à plusieurs périodes précises du Comics Journal, ça a beaucoup joué pour l'impact de la BD. Ouais, puis on voit quand même que c'est un lien qui s'est établi dès le départ. En fait, pour moi, Fantagraphics, ça a grandi avec Love and Rockets, ça a subi des problématiques où les frères Hernandez sont venus presque en renfort pour leur filer un coup de patte. Parmi les folles idées de leur rédacteur en chef, Gary Groff, il y a un moment, il y a eu cette idée de lancer cette collection coquine, érotique. Le cul, donc, ça fait vendre, hein. C'est pas non plus l'idée la plus folle de l'histoire. C'est pas l'idée la plus folle, mais on était sur cette période de, comment je dirais, un peu de, tu sais, cette vague de Penthouse, Playboy, qui avait leur joli rayonnage dans les maisons de la presse, dans les kiosques et tout, et ça va de pair, en fait. C'est-à-dire que pour moi, ils ont rebondi sur cette période-là en lançant le côté on est en galère de thunes. Est-ce qu'il y a des auteurs au sein de notre cheptel avec qui on bosse seraient intéressés à le faire? Et on voit qu'un Gilbert répond présent avec. Il y allait direct et à fond. Et à fond, ouais, de manière bien. Mais oui, les comics Heroes, moi j'étais libraire quand c'est sorti, ça a très bien marché, mais le fait est que c'était un peu quali, quoi, par rapport à. Parce que le cul, ça vend, mais en général, ça suffit. Donc, les gens, ils se prennent pas la tête à faire des trucs très intéressants et tout. Et là, voir des mecs comme eux ou Don Simpson et tout ça faire des trucs de fesses plutôt rigolos et toujours très positifs. Ouais, c'est une des grandes forces de l'œuvre. C'est agréable quand même. C'est une des grandes forces de l'œuvre, c'est-à-dire que c'est une série qui a plus de 40 ans aujourd'hui, et en général, quand on commence à évoquer ce nombre d'années, on se dit « Oh là là, il doit y avoir un petit côté suranné, un peu ringard, un propos décalé. » En fait, non, on est sur un récit… ça pourrait être dessiné aujourd'hui. D'ailleurs, il continue. Hein. Exactement. Et le fond n'a jamais vraiment changé. C'est ça. Tiens, je vais rebondir d'ailleurs là-dessus pour que ça me permette d'en parler. Quand on me dit pourquoi commencer les chroniques par Birdland, et pour le coup, le Jardin de la Chair, hop, qu'on voit de l'autre côté, et pourquoi pas avoir mis les deux histoires à la suite. Alors ça, je vais le faire, c'est très rapide. Évidemment, le cul, ça fait vendre. Voilà. Philippe a tout résumé. Non, l'idée, en fait, c'était surtout de commencer avec deux récits. Au début, on aurait pu vendre les albums à part, en fait, les séparer. Mais comme pour moi, on était sur une thématique qui était l'érotisme, la pornographie, autant faire du... pas peur des mots. Non, mais c'est vrai. Hein, d'ailleurs, on y est. Je n'ouvre pas le livre, il y a peut-être des enfants. Oui, puis on va se faire dégager. Alors, attention, il y a une image que je peux... Oui, ça passe, par exemple. Comme c'est mignon. C'est mignon, c'est dans la Bible. Et puis, ça va, ça passe. Oui, c'est la page de garde. Exactement, ce sont les pages de garde. Non, l'idée, c'était surtout
oui, c'est ce qu'Hélène me note. Attention, hein, on peut se faire striker la chaîne pour ce petit dessin d'Adam et Ève tout nus. Bon, on n'a rien vu. Hein. Dans la Bible, ils sont dessinés comme ça. Dans celle de... Mais donc, ouais, non, en tout cas, sur ce bouquin-là, on peut montrer la couve. L'idée, c'était vraiment qu'on puisse accéder d'un côté ou de l'autre à l'un des deux récits, puis de rajouter un petit peu, notamment, de contextualisation éditoriale pour expliquer ce qu'a voulu faire à l'époque Gilbert dans les deux cas, et puis surtout ensuite passer à des récits vraiment plus one-shot indépendants, comme on a pu commencer à le faire après avec Maria-M. Donc celui-ci, Birdland, le jardin de la chair, effectivement, c'est un flipbook dans l'idée. Il y aura un autre bouquin comme ça dans la collection des chroniques par la suite. Hein, voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, donc Philippe sait qu'il aura sûrement un autre bouquin à traduire. Et il est content. Donc parmi, tiens, une petite question qu'avait posée notamment JB, qui est avec nous aujourd'hui, il nous disait que la traduction est absolument excellente et sonne très moderne. Est-ce que l'écriture VO a encore aujourd'hui cette sonorité-là, donc moderne, ou est-ce qu'il y a un travail particulier d'adaptation pour moderniser? Moi, j'ai dit, enfin, merci déjà, mais je ne sais pas si c'est moderne ou moi je dirais plutôt intemporel. Après, leur style respectif de faire parler les personnages, en gros, n'a pas bougé. Ça reste toujours, et ça fait énormément partie de chaque individu. Dans des trucs comme ça, alors Gilbert, il a des centaines de personnages. Raimé, il en a des dizaines, donc il faut vraiment que chacun parle à sa manière, déjà. Et donc, il s'attache vraiment à garder des manières de s'exprimer très, très personnelles pour chaque perso. Quand Hopi dit un truc, c'est pas du tout la même manière que quand qu'emploierait Maggie pour le faire, ou Isa, Belle, ou des trucs comme ça. Et ça, c'est resté très forcément, notamment pour Raimé, qui lui ne déroge pas beaucoup, à part pour ces histoires de super-héros dont on va peut-être parler tout à l'heure. À part pour ça, il reste vraiment dans l'ocas avec son cast de personnages assez serré, donc ça reste très cadré. Et de son côté, Gilbert, lui, il a des univers plus variés, mais quand même, alors Gilbert, il a un truc super relou, j'avoue, c'est qu'il répète les prénoms des personnages à chaque dialogue tout le temps, parce que les gens parlent comme ça, en fait. Mais en français, c'est assez difficile, et ça alourdit vachement le discours. C'est pas une habitude qu'on a dans le langage parlé français, en fait. Et Non, la on va BD. essayer, Philippe. On Du va coup, tenter. ouais. Non, Du je dis, coup, on va je essayer, suis on va obligé faire de la même couper un peu chose. des fois. Vas-y. Je dis, on va faire la même chose, on va répéter nos prénoms à chaque phrase. Vous allez voir que ça Non, nous, devient. c'est écrit en dessous, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, à chaque fois, on fera ça. Non, là. Regardez là. Là. Donc là, tu es obligé d'adapter un peu, quoi. Mais sinon, non, ça reste tout à fait dans la Et, lignée. tiens, d'ailleurs, petite question qui va pour moi en extension. On parle souvent de l'impact de la série. C'est vrai que c'est une série qui est toujours au long cours, c'est des univers ultra puissants. On a toujours le côté où certains vont dire moi, Raimé, graphiquement, c'est tellement fort qu'il peut raconter n'importe quoi, je l'achète pour son dessin. Et puis d'autres dire bah, moi, Gilbert, c'est pas forcément mon dessinateur préféré, par contre. Le mec, il pourrait même quasiment plus dessiner. C'est tellement génial ce qu'il nous raconte que je continuerai jusqu'à la mort. Dans les Là-dessus, deux l'idée, cas, moi, je suis d'accord pour les deux. ben, ouais, et puis en vrai, je trouve qu'on est sur réellement deux optiques très différentes. C'est-à-dire que d'un côté, l'aspect de Raimé a un côté beaucoup plus presque strip, vraiment, qui se fait régulièrement, des petites histoires, voire des fois plus longues, évidemment, mais on a moins cet aspect, on l'a moins au fil du temps aussi, ce côté, le récit très très longue haleine, Mhm. qui essaie toujours de développer Gilbert. Donc, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes et on va picorer de Oui. temps en temps chez l'un ou chez l'autre. Ah bah, le seul rapport entre les deux, c'est le nom de famille, hein. Tout le reste est rien à voir. Alors oui, c'est du noir et blanc, c'est un peu ancré dans la réalité, mais les deux font ce qu'on appelle, quand on est un peu pédant, du réalisme magique, tu vois. Ouais. Comme Marcel Aimé ou 100 ans de solitude, là, je ne sais plus l'auteur, bref, où ça se passe dans la réalité, mais soudain, il y a un truc différent. Oui, Maggie, elle répare des vaisseaux spatiaux, elle part sur une île où il y a des dinosaures.
Oui, à Palomar, il y a des limaces qui donnent des super pouvoirs et tout, mais alors que 2 pages avant, tu n'as pas l'impression qu'il va y avoir des choses extraordinaires comme ça. Donc ça, oui, c'est des choses qui sont vraies dans les deux univers. L'intervention du fantastique et du bizarre dans un univers tout à fait normal, mais il l'applique de manière complètement différente. Ouais, puis c'est vrai que le côté fantastique ne joue pas le même rôle en fait chez les deux. Donc ça, c'est des choses assez étonnantes. Et pour le coup, tiens, a-t-on quelques héritiers que l'on peut trouver aux frères Hernandez aujourd'hui? Ce que demande JB, visuellement, et côté Jaime Hernandez, lui, il pense évidemment à Adrien Tominé, ou même, tiens, John Sack qui est cité, ça me fait plaisir pour Windows on the World, mon parrain la bonne fée, qui sont disponibles chez nous. Toi, tu vois, toi, d'autres descendants, que ce soit à Raimé ou à Gilbert? Euh, En tout Pas cas, tant des que ça, il y en héritiers a, de. on peut, Terry Moore, Strangers in Paradise, tout ça, c'est quand même un peu inspiré du fait que ce soit des récits au long cours, auto-édités, en noir et blanc, avec Ouais, des femmes fortes. qui Donc, sont dispo chez Delcourt, d'ailleurs. N'hésitez pas, très belle série. ouais, c'est bien. Tout ce que fait Terry Moore, c'est bien. Oui, c'est vrai. Mais globalement, en fait, c'est des auteurs pour auteurs, quoi. C'est Comme Alan Moore. ouais, tout le monde, hein. Alors là, personne, tu verras aucun auteur de BD professionnel te dire ah ça j'aime pas ou ça m'intéresse pas. Tout le monde se rend compte de l'ampleur du truc et en parle et apprécie. Et je pense que dans les librairies, les grosses librairies de Californie ou de New York, à chaque nouveau numéro, tu as des auteurs qui sortent de leur grotte pour aller acheter ça, quoi. Et rien d'autre. Après, c'est quand même une manière de publier de la BD très, très différente de la plupart des autres gens. Ils sont chez un éditeur, certes respecté, mais qui n'a pas des tirages géants. Ils publient un peu quand ils veulent. Il y a 3-4 numéros par an, mais c'est rien de très précis. Donc, ça reste une manière de faire de la BD qui est difficile. Eux, ils ont eu de la chance d'être là au bon moment et d'être surtout extrêmement soutenus par leur éditeur. Et donc, ils doivent gagner leur vie avec les droits des bouquins. Mais tout le monde ne peut pas se permettre ça, quoi. Donc, c'est difficile de faire une BD qui ressemble, à mon avis. C'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça. Non, et puis on voit que malgré, on va dire, le temps, la formule reste la même, c'est-à-dire qu'on commence toujours avec cette prépublication en floppy, comme le montrait tout à Le l'heure. plus récent, Ouais. avec une histoire, si vous... la couverture est bizarre. Hein. Si vous voulez, j'en parle, mais tu me diras Ah quoi. ouais, je veux bien, moi je sais pourquoi, mais Alors, parle-en, c'est toujours pourquoi intéressant. les frères Hernandez ils sont si géniaux? Parce qu'ils viennent d'une famille géniale. En fait, c'est 2 frères, mais ils ont une sœur cadette, deux autres frères, dont Mario, qui des fois écrit et dessine dans des numéros de Devant d'enquête, c'est qui a vraiment lancé le truc. Donc, à Là-dedans, il y part- a beaucoup de Mario. Et ils ont un frère Ismaël qui leur a filé de l'argent, qui était bassiste d'un groupe punk qui s'appelait Doctor No, très bon groupe d'ailleurs. Il y a une démo, il faut l'écouter. Si vous aimez le punk californien des années 80. Et dans la famille Hernandez, je demande la mère, qui vient de décéder, Maria Hernandez, et c'est elle qui avait fait ce dessin quand elle était toute jeune. Et donc, en hommage, ils ont mis un dessin fait par leur maman quand elle était gamine, ce qui prouve que la BD, et c'est elle qui leur a donné le goût du dessin du et de coup, la BD. Et voilà. qui leur a donné le goût d'aimer aussi bien les Archie que Kirby ou Crumb, ce mix d'influences au long cours qui font d'ailleurs toujours un peu partie de leur socle artistique. Donc, moi, je trouve qu'en vrai, c'est hyper culotté de le faire et de le valider. C'est-à-dire que moi, je trouve ça assez génial de voir que l'éditeur accepte ça j'aurais fait la même en vrai. Mais je pense que ça ne peut pas se permettre n'importe où. Et c'est aussi peut-être le lien qui existe entre l'éditeur, les auteurs, et puis surtout les auteurs et leurs lecteurs aussi, pour aller jusqu'au bout de la démarche. Donc il y a vraiment un côté très direct en fait dans l'œuvre. On ne lit pas des aventures fortuites, on lit vraiment aussi ce qui se passe dans leur tête à des moments, et c'est assez. Enfin, ça fait partie des séries pour moi
qui reste attachante tout du long. C'est-à-dire que des moments, on peut trouver ça peut-être un petit peu moins accrocheur, ce genre de choses. Puis en fait, être complètement emballé parce que l'histoire suivante est complètement nouvelle, folle, etc. Et ça, c'est une constante de la série, c'est de savoir se renouveler en permanence sans jamais tomber dans les mêmes écueils, dans des défauts permanents, de ne pas subir en fait ce qu'on retrouve régulièrement dans des séries qui, elles aussi, sont au long cours, comme les séries mainstream publiées chez les Big Two. Quand tu as Là, on est 50 loin de ça, quoi. personnes, quand tu 50 personnes au chevet d'un personnage, tu peux pas avoir que du bon tout le temps. C'est ça. C'est pour ça Avec, que je me fous pas mal de ce qui se passe au cinéma avec les super-héros, parce que des histoires pires et plus débiles avec les mêmes personnages, il y en a déjà eu des dizaines et des centaines dans les comics. Donc c'est pas grave qu'ils les massacrent au cinéma, finalement, ça change pas grand-chose. oui, Pour Love ça and pourra Rockets, rebooter. c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement il n'y a pas un éditeur, enfin, au sens américain du terme, qui leur dit quoi faire. Et c'est assez étonnant qu'ils aient réussi depuis tout ce temps à jamais se rater, en gros, quoi. Et Alors puis, après, il y a des hauts et des bas, comme tu dis, mais après, les éditions bien épaisses, comme on fait chez Comics Initiative, ça permet justement d'avoir, il y a quoi, il y a 3, 4 ans dans un volume. Faut se ouais. rendre compte que quand on lit un bouquin comme ça, à l'époque où ça paraissait en fascicule, ça prenait 4 ans. Entre la page 1 et la page 270, voire 300 pour certains volumes. Il se passe beaucoup de temps. Et Donc, après, la méthode de créativité fait que c'est aussi différent. C'est-à-dire qu'on a sur la production de titres chez Marvel ou DC, on n'a pas qu'un seul interlocuteur qui intervient sur la BD. Alors, soit il y a un scénariste ou un auteur complet, par ailleurs, mais c'est vrai que l'ancrage est effectué par quelqu'un d'autre, puis il y a une mise en couleur, le lettrage, etc. C'est une petite équipe industrielle, en fait, de oui, la culture. c'est exactement ça, c'est de l'industrie. Après, pourquoi pas, hein, il y a des trucs très, très, très Enfin, il y forts a et des trucs bien, très mais réussis qui sont sortis comme ça. Là, on n'est pas du tout dans la même manière de faire de la BD. Là, c'est plus un truc comme on fait beaucoup en Europe, d'ailleurs. Le gars, chez lui, sa planche à dessin, son feutre et son inspiration, et c'est tout. Et il n'y a pas de filtre, quoi. Et tiens, ça va me permettre de rebondir sur une petite question, c'est, est-ce que, Love and Rockets c'est un succès commercial en France? Évidemment, que, la réponse, ne sera pas, franchement grandiose, positive et cetera. On est sur une série qui se maintient, en fait, c'est ce que j'aime bien dire. On a une série avec des lecteurs qui répondent présents lors des Ulule notamment. Ça nous permet vraiment de consolider, cette base, pour pouvoir poursuivre parce qu'on n'est pas sur un titre qui, bénéficie d'un relais, on va dire, derrière commercial en librairie qui est important. On peut dire que ça fait peur d'avoir autant d'intégrales, etc. Bon, quand c'est chez de grosses structures, oui, c'est moins effrayant. Là, effectivement, sur Love and Rockets, on se dit, bah, peut-être qu'en 4 ans ou 4 ans et demi, ils vont nous avoir pondu les 15 intégrales, puisque ça aussi, c'est une autre question que je développerai, une réponse que je vais développer après. On est sur une quinzaine d'intégrales, c'est du 300 pages, ça coûte 28 € le volume. Il y a certes un côté investissement, mais j'ai envie de dire, on a la même chose quand on veut suivre l'entièreté de Spider-Man et qu'on commence en 1962. Bon courage. Voilà, on est sur des tarifs plus grands, des choses voilà, qui sont plus facilement accessibles. C'est de fausses contraintes, comme j'aime bien dire. Tiens, très bonne question. Tiens, et hop, on va voir ce que Philippe en pense. Est-ce que toi, tu imagines qu'il y a une différence? Moi, je pense que quand tu vends plus au gars qui feuillette en librairie, tu vends plus de Raimé tout de suite parce qu'évidemment, son style est hyper léché, hyper clean et passionnant, hein. Et Gilbert, c'est plus brut. Après, quand tu as acheté le tome 1, tu ne peux pas ne pas acheter la suite de ce que fait Beto, Gilbert. Ouais, je suis Donc, assez moi, d'accord. j'en sais rien en fait. Je pense que sur la longueur, ça doit être pareil. Eh ben, en fait, il y a une légère disparité. Tu vois, quand tu parles du fait que Raimé, tu vois, le côté visuel est plus accrocheur, et on sait comment ça se passe. Quand on va en librairie, on voit une super couve, on va voir la couve, on va ouvrir le bouquin. Alors, si c'est moche dedans, on repose, on se dit quelle est cette déception. Mais si à l'intérieur, c'est au niveau de ce que tu vois à l'extérieur, bah, l'hésitation est là, la réflexion, en général, soit tu craques, soit tu vas craquer à un moment ou un autre. Oui, effectivement,
d'un point de vue purement factuel, Raimé vend plus que Gilbert, mais à contrario, ce ne sont pas des gros différentiels. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir 500 albums en écart dedans. Non, non, au contraire. Je pense que sur la globalité, ça joue à, en vrai, 15 à 20 exemplaires maximum, hein. Donc, c'est-à-dire que quand les deux, c'est là où moi je suis hyper content parce que la réflexion que j'avais dès le départ, c'est de me dire, je suis sûr que si on ne fait que les segments Raimé et qu'on sépare Gilbert, les gens iront pas forcément de manière naturelle vers Gilbert, alors que il le mérite tout autant, si ce n'est plus, parce qu'en fait, il développe d'autres choses. Euh, Moi, enfin voilà, j'ai vraiment cet amour partagé, différencié pour les deux, mais indirectement, pour moi, Love and Rockets, il est difficile psychologiquement de se dire je n'aime que l'un des deux et je ne me penche que sur l'un des deux. Donc l'idée, effectivement, dans la réflexion de départ, c'est aussi pour ça qu'on a cette alternance à chaque fois entre les auteurs. Hop, je le montre hein, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas. Mais effectivement, on commence par le tome 1 pour suivre seulement Raimé et on reprend avec hop, le tome 3. Pourquoi Parce que moi, je voulais qu'à chaque fois, on ait un volume consacré aux frangins en même temps qu'il soit disponible. Je les mets à égalité. Moi, c'est ça qui est le plus important. Ah bah, C'est-à-dire qu'il oui, y a qui clairement. préfèrent l'un ou l'autre. Moi, pour moi, les deux ont leur importance et ils sont au même niveau. Donc, c'est vrai que quand on arrive en librairie, on m'a souvent reproché il n'y a pas un chiffre écrit sur la couve. Alors, si on veut vraiment, c'est écrit là en tout petit. Mais on a toujours voilà, le moyen de savoir que le volume d'avant est ici et que quand on a hâte de lire le suivant, il est là à la fin. Il y a eu plein de petites pistes de réflexion pour que les deux, pour que les frères soient vraiment, en tout cas à mon sens, euh, mis à même niveau. Euh, donc je suis plutôt content en fait de voir que en faisant ça, on arrive à maintenir une série sans vrai gros impact entre les deux frères et que bah, finalement quand on sort deux volumes simultanément, bah, derrière, il n'y en a pas un qui se casse la goule, alors qu'on parle d'une sortie simultanée de deux intégrales. C'est vrai que pour la librairie, on décale la sortie des chroniques parce qu'on se dit autant sur Ulule, les gens peuvent voir à l'avance, ont le temps de se préparer pour commander, ou font dès le début aussi, hein, en sachant qu'il y a la campagne qui arrive, ce qui est mieux parce que nous, ça nous donne une dynamique plus positive aussi pour que la série soit mise en avant sur la plateforme Ulule. Qui dit mise en avant dit nouveaux lecteurs qui peuvent découvrir le titre, et ça, c'est toujours très, très cool. Mais en librairie, c'est vrai que se dire on va dépenser, je sais pas, 80 balles d'un coup pour trois bouquins d'auteurs qu'on aime bien, on a tendance à vouloir lisser les achats. À l'arrivée, les deux tomes, Raimé et Gilbert, bah, partent quasiment en même temps. En tout cas, c'est ce que les chiffres laissent à penser. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. En tout cas, moi, ça fait partie des choses où je suis assez content. Voilà. Et puis tiens, on va terminer le sujet sur le côté des intégrales. Hop, je ne sais plus où j'avais mis ici. Hop, tant qu'on est sur Ulule, on peut voir que bah tiens, on va faire une incruste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'incruste. Voilà, on Ok. l'a pas fait. On n'a pas fait, tu vois. C'est magnifique, c'est une super technique. Il faut juste que j'arrive à le refaire. Hop, partager un écran. Et c'est là. Hop là! Waouh! Incroyable. T'as vu? Ah, la T'as vu? technologie quand même. Exactement, heureusement que Combien là? 10 000? 1056 euros. Alors, on est loin de tout financer avec ça, hein. Vous savez, Philippe coûte à peu près tout ça pour un livre. C'est ça, ouais, ouais, je me dis, J'aimerais bien, hein. En vrai, si c'était le comment cas, ils j'aimerais achètent bien du pour lui. papier? Je comprends pas. Donc là, vous voyez, bah, on voit l'interface, entre guillemets, quand on est porteur de projet sur Ulule. Ce que je voulais montrer, ce qui est important, c'est que voilà, à chaque fois, on fait la présentation pour essayer de tout montrer. Euh, là, on voit déjà l'entièreté des tomes qui sont disponibles. Hop là, pardon. Voilà, on a déjà cette douzaine de livres qui sont, que vous pouvez déjà commander si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez demander à votre libraire, que vous pouvez commander sur notre site internet et pas sur Amazon. J'aime bien le rappeler de temps en temps, c'est important. Et en dessous, on va pouvoir regarder, voilà les tomes qui sont en cours. Alors, là, c'est les titres en anglais, mais en tout cas, ils seront francisés, hein, les titres ont déjà été validés. Le retour des Tigers et les enfants de Palomar. On arrive vraiment ouais, on est sur les années 2000, on va arriver sur les années 2000, ouais, 2000-2010, hein, quasiment. Ouais.
peux montrer. Parce qu'en fait, là, on parlait de Gilbert et Raimé, leur style différent. En fait, il y a un truc qu'il faut se rappeler, c'est qu'à part dans le magazine, c'est toujours séparé. Dès que ça sort en album, alors des grands albums, des petits albums, des intégrales et tout, c'est un frère, à part le tome gris qui est là, qui reprend un peu des histoires courtes des deux frères, des trois frères même, parce qu'il y a du Mario dedans. Ouais, Tout le reste, il n'y en a qu'un par volume. Et donc, au fil des années, leur magazine trimestriel est passé par bien des formules. Donc, au début, c'était ce format-là. Hop, numéro 1, facsimilé, parce que je n'ai pas les moyens d'avoir le vrai. Après, ils ont, à peu près à l'époque de ces volumes, ils sont passés à un format comics. Et encore après, là, on arrive... non, en fait, ça c'est déjà traduit, tout ce qui est là-dedans. Et là, on arrive à la pire formule. C'est le volume 3, où c'était un gros bouquin comme ça, donc avec moitié Gilbert, moitié Mario. Mais ça, il n'y en avait qu'un par an. Ouais. Donc, pendant 4-5 ans, c'était ce format-là. Après, ils sont revenus au format magazine du début, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Mais là, un numéro par an, c'est pas assez. Moi, j'ai pas du tout aimé cette période où, effectivement, tu avais 300 pages de BD. Mais il fallait vraiment patienter. Comme si tu lisais un auteur de franco-belge moyen, quoi. Donc, non, quand tu lis des comics, tu veux avoir des trucs plus régulièrement. Et ben ça fait partie des réflexions pour l'avenir. On reviendra dessus. Et pour le coup, ouais, c'est ce qu'on me redemandait. Combien il y a de tomes, combien tu fais de salves? On en est déjà d'ailleurs à la salve 7, non pas la salve d'État. Voilà, je ne sais même pas si ça existe encore. Et on a un peu teasé en fait la dernière intégrale, voilà, la 15e Comics Démentia, sur lequel tu travailleras, Philippe, par la suite. Et il y a une vraie question qui s'est posée longuement, par ailleurs, dans ma tête fatiguée et aussi malade, de comment on fait. Est-ce que, vu que les ventes de Love and Rocket se trustent les premières places devant l'Arabe du futur ou le prochain Astérix, est-ce qu'on continue logiquement? Est-ce que ça devient trop compliqué? Comment on fait, sachant qu'aux États-Unis, quand on achète les droits d'une publication d'une série, c'est sous tel format, sous telle chose, on ne fait pas réellement ce qu'on veut. Ça, c'est important aussi de le dire aux lecteurs. Et pour le coup, tiens, attends, on va peut-être enlever ce partage maintenant pour revenir à du plein écran. Hop. Et pour le coup, l'avenir de la série, il se pose réellement passer la 15e intégrale, passer ce format-là. On a commencé effectivement à initier une série en parallèle, donc les Chroniques de Love and Rockets, avec déjà, hop, ces 2 volumes-là, je les remontre. Le 3e, Chelsea in Hell, qui va rejoindre la bande. Et derrière, en fait, l'idée, ça va tout simplement de ne pas continuer la série sous la forme actuelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, chez Fantagraphics, c'est absolument pas dans les tuyaux. C'est-à-dire que peut-être un jour, ils feront une 16e intégrale, mais ce sera peut-être dans 7, 8, 9, 10 ans. Et ce que j'espère, en tout cas, quand on a relancé Love and Rockets, donc il y a maintenant 3 ans, c'est qu'on vous a rendu suffisamment addict aux aventures de Maggie, Hopi, Luba et compagnie pour vous donner envie à nouveau de continuer la série et de se dire qu'on aura, au bout de 15 intégrales, rattrapé ces 4 décennies et que maintenant, on va pouvoir coller de manière beaucoup plus rapprochée à ce qui est publié aux États-Unis de façon plus régulière. Et le faire sous le format tel que vous le connaissez semble compliqué. Pour plein de raisons. Déjà d'une, c'est qu'il y a plein de lecteurs en fait qui attendent presque pour eux d'avoir du nouveau, sans regarder les intégrales d'ailleurs, en se disant est-ce qu'il y a un nouveau Love and Rockets, etc. Moi, je ne veux pas suivre ce que j'ai déjà suivi. Donc, il y a un petit peu ce marqueur aussi de différenciation de dire on va arriver vraiment sur du nouveau Raimé, sur du nouveau Gilbert. Là, vous pouvez être sûr, vous ne pouvez pas chercher qu'il y a une page que vous connaissez, vous ne connaissez rien. Voilà, clairement. Et notamment, la question s'est posée de remodeler le format, comment on pense les choses. Et on s'est dit que ce serait plus logique, pour le coup, de coller à la publication américaine. Alors, plus rapide, parce qu'on est un peu plus rapide
que Fantagraphics a publié les recueils. Et pour le coup, avec la prochaine intégrale, on proposera un format up qui va être différent, qui va être celui de Is This How You See Me, donc à voir comment Philippe le traduira, comment Après, c'est Comment? drôle parce que là, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que Fantagraphics, clairement, quand tu vois un bouquin comme ça, tu sais bien qu'ils ont puisé leur inspiration éditoriale en Europe. Exactement. Autrefois, les Américains, ils faisaient pas des jolis livres comme ça. D'ailleurs, c'est Non, grâce à non. la Chine, hein, il faut le dire. C'est pas très politiquement correct, mais tant que les Américains n'ont pas imprimé en Chine, les livres américains étaient moches à pleurer. Et Oui, c'est ça. depuis quelques décennies maintenant, le temps passe, ils font des beaux livres comme ça, mais clairement, leur inspiration, elle vient de chez Futuro ou Albin Michel, ou voilà, de ce qui se fait chez nous, quoi. Des éditeurs qui travaillent leurs bouquins de manière Voilà. qualitative. On peut le dire Exact. sans honte, au contraire. Et donc, l'idée, ça va vraiment être de vous proposer en fait régulièrement. Hop, on a Is This How You See Me, on a Tonta, voilà, ça fait Alors, on va essayer de mettre un petit peu notre sel dans la maquette. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va casser tout ce qu'a fait Fantagraphics, parce qu'après tout, c'est déjà super sympa. Et Il y aura des hologrammes sur la couverture, non? non, mais ne serait-ce que pour les lecteurs, en tout cas, s'y retrouver avec des petits éléments du type, notamment sur le dos, dans un certain ordre, on va dire, pour pouvoir avoir des petits repères, entre guillemets, qui nous permettent de savoir l'ordre de lecture, des choses qui seront notées éditorialement parlant dedans. Drawing Life, notamment le troisième qui est sorti cette année d'ailleurs, je crois, ou fin d'année dernière, je ne sais plus, chez Fantagraphics, le troisième recueil. Donc l'idée pour la suite va être vraiment de se baser sur tous ces volumes en plus grand format. Ce qui ne veut pas dire que dans 15 ans, quand Fantagraphics aura fait la version avec ces histoires-là en intégrale, qu'on ne les ajoutera pas, qu'on les ajouterait Là, peut-être. pour rassurer ceux qui veulent des étagères bien carrées avec toujours le même volume. Et j'en C'est fais ça. partie, donc je connais bien le problème. Mais aujourd'hui, on ne peut pas Mais promettre. moi, pour être parfaitement transparent, j'ai vu pas mal de gens dire: ah, c'est quand même dommage, ce format, c'est un peu petit, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'origine, c'est grand comme ça. Que nous, on a fait les bouquins. Alors, comme tu dis, on n'a pas eu le choix de prendre ça, c'est l'américain, c'est exactement le même. Donc, j'imagine, ils t'ont dit, il faut faire ça, quoi. Et c'est vrai que c'est le Ouais. plus petit. Et puis, Mais c'est surtout aussi une question de c'est l'argent. pérennité, en fait. C'est-à-dire que je dis toujours, on peut faire du 4 par 3, il n'y a pas de problème, hein. Par contre, au bout d'un moment, il faut aussi se dire que si là, aujourd'hui, on est sur des livres qui coûtent 28 euros, on n'a jamais touché 1 euro de subvention pour faire la série, nos bouquins sont faits en France, euh, on n'a pas repompé les traductions existantes. Euh, non, mais c'est vrai, on aurait pu utiliser ce genre de technique Oui, pour, entre guillemets, économiser à tout va et ne proposer qu'un CDD à Philippe de relecture voilà, pour le coup. la paupérisation des petits métiers. Mais En gros, en gros, l'idée, ça a vraiment été de maintenir ça tout en se disant que euh, sinon, c'est mettre un prix qui est complètement déconnant, rendre l'objet encore plus inaccessible. On va arriver à 45 euros le bouquin, 50 euros. Pour un 300 pages, moi, personnellement, je ne les pour aurais pas mis. rebondir plus positivement, les deux frères, et notamment Raimé, qui est le plus lisible, ils ont un trait tellement extraordinaire et une façon de mettre en page tellement impeccable que même un peu réduit comme ça reste hyper lisible. Ah ouais, puis attends, tiens. Ça massacre pas du tout le travail. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Et puis, c'est aussi l'occasion de montrer que les formats des frangins sont tellement bigarrés que voici une version US qui est plus petite que notre format. Oui. Donc, Celui-là, même tout le temps. celui-là, il va être plus grand du coup. Et oui, il sera plus grand. Regarde, là, c'est un livre de poche carrément. C'est ça. Donc, il sera au même format que Maria M, Birdland ou les autres intégrales. Il y a un petit peu ça, en fait, chez les frangins, et même dans leur composition de page, ça a été ça tout du long. Hein, Oui. Alors, ce qui est, pas Raimé, Gilbert. Raimé, alors son oui, truc, c'est vraiment l'écran de cinéma, hein. ouais. Chaque case doit être comme tout se passe dans le cadre, comme quand tu vas au cinéma, même si que tu regardes Dune ou Casablanca, un truc extraordinaire, enfin, Laurence d'Arabie ou Casablanca, que tu as un désert immense ou deux personnes dans un bar, c'est toujours le même cadre. Lui, il travaille comme ça. Il faut qu'il y ait un rapport au cadre
qui est extraordinaire et qui est d'une maîtrise absolue. Et que c'est pour ça qu'un peu réduit de même pas un tiers, ça reste d'une lisibilité impeccable. Alors, pour le coup, on a quelques trucs et astuces de la part de Christian, notamment pour que ça apparaît. Christian, qui est donc notre maquettiste et lettreur de la série. J'aime bien rappeler qu'il fait quand même un boulot assez incroyable, même dans les replacements, les Le nombres de lettrage, points. c'est hyper important. Moi, je suis hyper sensible au lettrage. Et là, Et, et là, en tout cas, dessus, c'est pareil, hein. Il y a des fois où on aime bien moi, j'aime bien lutter avec Christian sur des corrections, par exemple, du type non, mais il faut mettre 3 points pour les points de suspension. Oui, mais Gilbert, il en met 2. oui, Donc, on oui. en met 2. Non, mais en français, voilà, c'est des petites tambouilles entre guillemets internes où qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi-même qui vais rajouter le point avant la pression? Non, le but c'est d'être le plus fidèle au matériau d'origine. Et puis il y a des recompositions qui s'amusent à faire qui sont quand même extrêmement chronophages et qu'on verrait pas n'importe où. Donc le côté à la main, en tout cas, il essaye de le conserver au maximum. Ah ben, Et je pense que ça tu fait peux partie défigurer, avec un lettrage moche à la machine, tu peux défigurer une BD. de Ceux ça. qui ont lu des Haredi dans les années 70-80, qui sont vieux, s'en souviennent. Oui, les éditions du fromage, je repense à ça par rapport à Canon sur lequel on avait bossé avec Christian. Voilà, c'était particulier. Avec des moitiés de bulles qui n'étaient pas traduites parce que ça devait être trop compliqué pour la personne qui en était, qui avait la charge de la traduction. Bref, c'est une autre époque. Sur Love and Rockets, évidemment, on pose la question combien il y a d'albums aujourd'hui qui succéderaient à l'intégrale. À ce jour, il y aurait 3 volumes déjà qui existent aux États-Unis du côté de Raimé. Et pour l'instant, il n'y en aurait qu'un seul, qui d'ailleurs sort au mois d'octobre-novembre aux États-Unis, que l'on va proposer évidemment. Et je vais essayer de garder un petit peu. L'idée, ça va être de garder un peu ce rythme-là. Alors, pas le même rythme intensif, etc., qu'on a là, parce que c'est vrai que mine de rien, quand on a presque 800 pages à traduire, quand je cumule avec les chroniques pour Philippe, ça fait du taf, mais en tout cas, ça fait du boulot de lettrage, ça fait du boulot de préparation, de relecture, tout ça, c'est quand même des volumes assez importants de travail. Là où par la suite, sur des plus petits volumes, entre guillemets, en dimension, parce que ces albums-là font en gros une centaine de pages en général, on va pouvoir au moins conserver un rythme. Moi, en fait, je veux conserver un rythme d'un Gilbert ou un Raimé par an, minimum, voire 2 si c'est possible, évidemment, on verra ça. Mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir notre dose de Love and Rockets régulièrement. Donc, est-ce que ce sera, par exemple, une campagne avec un Raimé plus une chronique, un Gilbert plus un autre projet peut-être. Voilà, en tout cas, on va essayer de créer une récurrence comme ça, de manière à ce que ça puisse se poursuivre de manière le plus agréable possible. Et puis tiens, d'ailleurs, j'aurais même pu essayer de vous montrer là, hop, le dépôt des albums en question. Je suis en train de regarder. J'adore mon PC, c'est le bordel sur le bureau. Super. Clac. Putain. Voilà, c'est là. Et donc, pour le coup, on va vraiment retrouver donc, hop, chez Love and Rockets, ils sont là, dans les chroniques. Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être un petit sujet qu'on peut expliciter même de vive voix. C'est pourquoi des chroniques de Love and Rockets, pourquoi vous n'avez pas intégré dans la série, par exemple, Chelsea L, vous n'en avez pas fait une intégrale 17, ce genre de choses. Pour moi, l'idée, ça a toujours été de bien séparer les trames principales, que ce soit de Raimé et Gilbert, pour qu'ensuite on puisse comprendre ce que sont les différents spin-offs, dérivés forcément de l'univers. Et pour l'instant, sur les chroniques, on retrouve aujourd'hui, on va dire, les titres de Gilbert, que ce soit donc Birdland, que ce soit Jordan Lacher, Maria M et puis Sentinel. Ces titres-là, ils ont leur lien commun, qui est le personnage de Fritz, hein, qui apparaît dans chacun des titres, et qui fait l'objet en fait d'une certaine mythologie parallèle, qualifiée de B-movies chez Oui, en par gros, tu veux pas le dire, tu veux pas spoiler, parce que Sentinel et Maria M, si, on peut le dire ou pas? Vas-y. Je pense que la majeure partie sont des initiés, sinon on mettra pas En de fait, spoiler alert, on leur gâchera le plaisir de découvrir en c'est profondeur. pas très grave de le savoir, c'est juste que
on a l'impression que c'est des histoires qui n'ont rien à voir avec rien, et c'est vrai, parce que Fritz, qui est un des personnages satellitaires de la vie de Luba, qui est raconté dans Palomar, et après, Fritz est actrice, et elle fait des films de série B assez bizarres, et ces bouquins-là, en fait, c'est l'adaptation en BD des films dans lesquels joue Fritz. Maria M, en tout cas, qui parle d'un autre personnage important de la série. Et Ouais. ça, qui est une fiction limite science-fiction totale, ça raconte les films dans lesquels joue un personnage de la série principale. Donc, ils ne sont pas parus dans les magazines Le Vent de Roquette, c'est des choses qui sont en plus à part. Et donc, c'est pertinent de les publier dans une collection parallèle. Bah, c'est surtout, en plus, c'est là où, pour moi, Gilbert est assez dingo. C'est-à-dire qu'il s'était déjà amusé à glisser Fritz dans Birdland bien avant son idée de lancer finalement cette série de films, entre guillemets, de films dessinés. Dans le Jardin de la Chair, Fritz apparaît très discrètement. Voilà. Donc, et pour le coup, moi, le truc en tout cas, m'a vraiment mis sur le cul, c'est le côté poussé du délire, enfin méta, limite, on peut le dire, avec Maria Oui, M, où Fritz interprète un rôle, on peut définir, puisqu'on le voit rapidement dans l'intégrale 4, la deuxième de Gilbert, qui est le personnage de Maria, donc la mère de plusieurs personnages qu'on entrevoit dans son histoire. Un côté assez troublant, je trouve, d'aller pousser cette réflexion-là, ce délire. Et c'est en tout cas, moi, ce que je trouve assez fascinant dedans. Voilà, c'est ce côté réfléchi chez Gilbert. Parmi les autres, tiens, je peux les montrer parce que je les ai je les ai en VO. Proof That the Devil Love You, voilà, qui est un récit qui est sorti il y a peu de temps, et je le montrais tout à l'heure, je ne sais pas si je montrais ce côté-là. Hypnotwist Flipbook avec Scarlet by Starlight, qui lui, pour le coup, sera proposé comme Birdland en Flipbook, hein, on va respecter la logique de la prépublication VO. Et puis il y a d'autres titres, en fait, je pense notamment à Love from the Shadows ou Troublemakers, qui seront dans les tuyaux. Comme je le disais tout à l'heure, Love and Rockets, c'est pas un grand succès commercial, ça ne l'est pas. Voilà, faut être honnête, c'est une série qui tient grâce aux lecteurs. Et moi, en tout cas, j'ai fait le pari d'y croire et du coup de m'engager vis-à-vis de Fantagraphics euh, pour continuer, poursuivre la série, la maintenir, publier en fait, faire en quelque sorte, de Comics Initiative la maison des frères Hernandez en France. En tout cas, c'est un petit peu l'ambition qui pourrait ressortir de tout ça, y compris aller sur des récits qui ne sont pas forcément aujourd'hui chez Fantagraphics. Je l'ai mis de côté, mais c'est vrai que Panini avait sorti il y a quelques années, puisque c'était chez Vertigo, le slot, que j'aime beaucoup. Ça pourrait être hyper cool de l'intégrer au fur et à mesure de ces hors-séries, on va dire, post-Fritz. En tout cas, il y a pas mal d'idées. Il y a d'autres titres qu'on pourrait citer, notamment, évidemment, il ne va pas me revenir en tête, je vais regarder vite fait parce que ça me frustre. non, Euh, les petits strips de Vinos, tu pourrais faire un format carré il y a longtemps. ouais, alors une partie, on l'a déjà. Je crois qu'il y a 3 strips qui nous manquent. C'est ça. Mais après, si tu fais un hors-série. Peut-être, en tout cas, que en tout cas, ouais, c'est une chose sur laquelle en tout cas, j'ai déjà réfléchi. Puis, pourquoi pas aller même plus loin en allant chercher, putain, évidemment, je ne vais pas trouver dessus, je l'ai en bas, je l'ai dans la bibliothèque, aller chercher, ah mon Dieu, le titre qu'ils ont fait à que Gilbert, Mario et Raimé ont fait avec un autre, Mister X. Voilà. Ouais. Pourquoi pas aller chercher Mister X, ça pourrait être assez sympa de boucler l'ensemble de leur publication. Il y a pas mal de choses, en fait, de petits trucs qui ont été faits sur le côté. Speak de Devil aussi chez Dark Horse, qui est un petit peu perdu en termes de droit, mais bon. Bref, et où apparaît d'ailleurs, qui est en lien avec Love and Rockets d'après Gilbert. Voilà. Donc il y a pas mal de petites choses à faire, de petites choses dans les tuyaux, et qu'on va essayer de bien vous présenter, de travailler comme on a essayé de le faire jusqu'ici. Et puis, évidemment, il y a des questions du type qui ont été posées. Est-ce que vous avez l'idée géniale de vendre des t-shirts? Quel t-shirt
Je ne sais pas, peut-être ça, faut avouer que ça fait partie des choses qu'on peut tenter, voilà. Parce que contractuellement, on en a le droit. Soit on les importe et ça va vous coûter très cher, soit on les fait fabriquer ici et peut-être que c'est quelque chose sur lequel on va y penser. En tout cas, voilà, ça va dépendre aussi de vous, hein, lecteurs, en tout cas fans de Love and Rockets, de passer le cap ou pas. Et puis, évidemment, dans les projets, on nous pose la question de savoir si le double sketchbook qui a été réédité il n'y a pas très longtemps chez Fantagraphics est au programme. Ouais, moi j'aimerais bien, voilà. En tout cas, c'est en réflexion, évidemment. Normalement, dans un sketchbook, il n'y a pas forcément de texte, mais là, il y en aura, donc il faudra que Philippe il fasse aussi dessus. Ah là là. Ils sont magnifiques, hein, les sketchbooks de Bah ouais, et le but, ce serait en tout cas, de se baser sur le format similaire à celui de l'artbook qu'on avait fait sur les couves. couverture. Voilà, donc un grand format, travailler dessus. J'aimerais d'ailleurs faire un deuxième couve numéro 2 avec toutes les autres couves qu'ont publié les frangins post-anniversaire, enfin post-Love and Rockets cycle 1, on va dire, Ouais. pour faire simple. Et puis l'autre sujet qui m'est souvent forcément demandé, qui est le fantasme de beaucoup de fans, c'est à quand les frères Hernandez en France? À l'origine, j'aurais bien aimé qu'ils soient présents à Angoulême. Voilà. Pour l'instant, nous, on remet en cause notre présence même à Angoulême par rapport aux événements, au festival en lui-même, hein, pour être Ah, la honnête. politique dans la bande dessinée. Ah, c'est compliqué. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir dire non quand on a des gens qui font pas bien les choses. Et puis, en vrai, c'est assez malaisant de faire venir les frangins sur un festival où plusieurs de leurs copains ont décidé de signer le boycott. Ça va Ouais, pas forcément aider. à Angoulême depuis longtemps, il fait trop froid. Bah, Fin janvier, il fait trop froid. c'est aussi, ouais, bah, c'est vrai que pour eux, voilà, même si les hivers en Californie sont pas les mêmes, on va dire. Mais non, en tout cas, l'idée, ça va vraiment être de les inviter, de trouver le bon moment. J'aurais aimé, par exemple, qu'on puisse essayer d'avoir un partenariat pour réaliser une expo autour de leur travail. Je pense qu'il y a plus que matière. C'est des choses, en tout cas, sur lesquelles moi, je réfléchis. L'idée, c'est vraiment de boucler la boucle pour aller jusqu'au bout de l'expression et de réussir à les faire venir. Que Philippe soit à côté de moi en mode gaga. Voilà, je pense qu'on sera gaga Ouais, aussi. alors, hein. Je les ai vus une fois, moi, en 86, je crois. Ouais. C'était pas... Lequel? Ouais. Ils étaient à Angoulême, ils sont venus à la Ah boutique où oui. je travaillais, et je les ai croisés, quoi, mais c'était marrant. Mais je suis pas trop dans le rencontrer ses idoles, je suis pas. C'est Mais vrai. bon, il faut le faire, je le ferai. Ouais, je te forcerai, je te forcerai. C'est ça. C'est lui votre voix française. Voilà. Et d'ailleurs, tiens, mini question là, d'ailleurs sur le sujet, mini voix française. Comment tu fais le distinguo, toi, en termes de traduction, quand tu traduis Raimé ou quand tu traduis Gilbert? C'est pas dessiné pareil. C'est quoi cette question? Non, c'est Non, les ils intonations, les parlent voix pas que tu du tout donnes. pareil. On a évoqué ça un peu tout à l'heure. Ils ont des manières de faire parler leurs personnages tout à fait différents. C'est pas du tout les mêmes voix. Alors, par contre, chez l'un comme chez l'autre, il y a des Des similitudes. idiosyncrasies, quoi, des choses qui reviennent régulièrement. Mais Gilbert, c'est pas réaliste. Il parle pas comme les gens parlent dans la vraie vie. Raimé, j'ai l'impression qu'il fait un travail pour se rapprocher de la manière dont les petites punkettes parlaient dans les concerts où il allait quand il avait l'âge, ou maintenant les gens du quotidien, quoi. Voilà, c'est pas du tout parce que la BD c'est beaucoup du dialogue, même si Raimé parfois fait parler Maggie dans sa tête, des choses comme dans le dernier volume là où il y a toute une histoire qui est racontée a posteriori par Maggie. Euh, Ouais. tout le reste du temps, c'est du dialogue dans ces BD-là. Et c'est une manière, vraiment, là, c'est encore un truc qui les distingue, c'est une manière très, très différente de faire parler les personnages, vraiment. Et quelle est la plus grosse difficulté que tu as eue ou que tu auras sur la série? Les accents, parce que il y a un gros travail rigolo sur le fait que beaucoup de personnages parlent espagnol, en fait, Ouais. dans la BD. Et dans un univers anglais, puisque ça se passe, enfin, américain anglophone.
tout se passe dans le sud chez Raimé, en tout cas dans le sud de la Californie. Hein. Et quand il y a des personnages qui sont un peu entre les deux, qui s'expriment difficilement en anglais ou inversement qui essayent de parler espagnol, c'est difficile à retranscrire de manière aussi pertinente quand tu passes dans une troisième langue encore. Quoi. Voilà, ça c'est le plus chiant. C'est le plus chiant, mais en même temps, à la lecture, ça se ressent pas. La difficulté, c'est fluide, etc. C'est mon travail, merci beaucoup. C'est une de tes grandes qualités. C'est une de tes grandes qualités. Invisible. Sache-le. Et puis Philippe, tiens d'ailleurs, qui a notamment retraduit un petit numéro qui n'a rien à voir, mais qui est de Cherry Comics dernièrement, que les lecteurs ont pu découvrir avec Money Shot. Voilà. Ouais, c'est cool, ça. C'est marrant à faire, ça. J'espère que tu vas faire des grosses... Enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais... On tentera les Archie, à la limite, quitte à tenter des choses un peu dingues. Ne me tente pas. Hein ne me tente pas. Il y a plein de choses. Il y a bien un éditeur français qui peut faire des belles intégrales historiques. Alors là, il ne faut pas tout publier, parce qu'il y en a trop, mais de Archie Comics, le grand absent en France de la BD historique américaine. Ah, je suis bien d'accord. On a eu des mini-bouts jusqu'ici, alors qu'en réalité, il y a une œuvre qui est assez incroyable en vrai. Oui, il y a des trucs. Il y a beaucoup de déchets. Là, pour le coup, on est dans la BD industrielle aussi, mais il y a des trucs magnifiques. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si ce sera chez Comics Initiative, mais en tout cas, j'aurais grand plaisir à le découvrir en VF. Voilà. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Philippe. Hein. Je sais que tu as encore un album à traduire dans cette. Ouais, il est là sur mon autre écran. Ouais. Je suis en plein dedans. Hein. Donc, hop, tiens, on va le rappeler d'ailleurs, jusqu'à quand? Je n'ai même pas dit jusqu'à quand on peut participer à la campagne de Love and Rocket, c'est-à-dire que c'est jusqu'au début octobre, le dimanche 5. Vous pouvez donc récupérer les intégrales 13 et 14, donc en version normale ou collector, évidemment. On le propose aussi, parce qu'on me demandait de le montrer en visuel. Hop, un petit peu de bruit, désolé. Un peu de muscu. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je devrais enlever les albums. Hop là! Le deuxième coffret, parce que c'est une particularité aussi qu'on a, c'est que on propose en fait, quand les séries sont complètes, alors vous imaginez un coffret complet de Love and Rocket serait intransportable. En tout cas, on a eu l'envie de proposer ces coffrets-là au lecteur. Je remonte le premier. Et hop là. C'est beau, hein. C'est quand après, dans la bibliothèque, on ne les voit plus. Il faut les exposer sur la table du salon. Ouais, il faut les avoir sous la main en permanence, par ailleurs. Et donc, ces deux coffrets sont dispo sur le site ou pendant uniquement les campagnes Ulule. Donc, faut pas, je dirais, n'hésitez pas à les prendre. En tout cas, pareil que nos bouquins, ils sont faits en France, c'est con, mais dans la Sarthe. Voilà, ça fait bosser des gens dans le coin. C'est toujours sympa. Voilà. Et puis en tout cas, nous, notre objectif, effectivement, c'est que vous les ayez, comme on dit, près de la cheminée avant Noël. Voilà. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Je remercie tous ceux et celles qui ont été présents pendant ce live. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû répondre à peu près à toutes les questions. Si je n'en ai pas posé, c'est parce que nous avons donné les éléments de réponse avec Philippe. Je te le demande. Je te remercie en tout cas, Philippe, d'avoir répondu présent à ce live. C'est rigolo. En tout cas, on va rééchanger en tout cas rapidement parce que nous, après tout, on a du boulot sur la série, voilà, avant que vous puissiez la lire. Voilà, en tout cas, bonne journée, en tout cas, puis bonne soirée si vous écoutez la rediff. Et on vous dit à très bientôt. Merci les gens, effectivement. Ciao, bye. Ciao, ciao.